Salut à tous! Dans ce nouvel épisode de Long Live, j'avais envie de vous proposer une conversation unique, érudite, entre histoire et sociologie, parce qu'on a l'impression que le culte du corps, de la beauté, c'est une thématique très moderne, une maladie de notre siècle, alors qu'en réalité, c'est vieux comme le monde. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ma conversation avec David Le Breton. Il est professeur d'anthropologie à l'Université de Strasbourg, spécialiste des représentations du corps humain, et il a notamment écrit un livre fabuleux, Anthropologie du corps et modernité. Dans cet épisode, on parle du corps de la femme, beaucoup. On parle aussi d'injonctions. Et je vous invite à comprendre la manière dont les sociétés humaines construisent les corps et construisent notre rapport au physique. C'est une façon de prendre du recul sur ce que l'on vit, sur ce que l'on pense. Je vous souhaite une très belle écoute. À tout à l'heure. Bonjour David Le Breton. Bonjour Lucille. Alors on est dans un endroit un peu spécial puisque vous avez un train à prendre très rapidement, faut surtout pas le rater. Donc on est à côté de la gare de Montparnasse, on est en haut de la tour Montparnasse, au restaurant Le Ciel de Paris. On a une vue imprenable sur la tour Eiffel et du coup c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit environnant, un peu de musique, des cafés. Voilà. Donc on espère que la qualité sonore sera malgré tout qualitative. Alors David, vous êtes professeur d'anthropologie. Oui. Et vous êtes spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est un peu abstrait de dire les choses comme ça. J'essaie finalement, depuis le début, de comprendre la manière dont les sociétés humaines construisent les corps. C'est-à-dire construisent notre rapport physique, sensoriel, affectif avec le monde. Ce qui m'a amené donc à écrire toute une série de livres, notamment, je sais pas, autour du visage, autour du sourire, pour prendre les derniers, mais en amont, autour de l'invention du corps dans nos sociétés occidentales, autour de l'anthropologie des émotions, autour de l'histoire de la médecine, l'histoire de l'anatomie notamment. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la douleur, j'ai beaucoup travaillé sur le vieillissement et également sous des angles très différents, des angles parfois tragiques ou des exemples beaucoup plus heureux de longévité, etc. Voilà, mais je n'ai pas écrit que là-dessus parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur les conduites à risque, mais aussi sur le sport extrême, sur les activités physiques et sportives dites à risque. Et puis d'autres choses encore sur le silence, sur la parole. Dont on aura aussi etc. l'occasion de parler. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre livre qui s'appelle Anthropologie du corps et modernité. Alors vous l'avez écrit il y a longtemps, en fait, dans les années 90, et puis vous l'avez réécrit plusieurs fois. Et dans la 4e de couverture de ce livre, vous écrivez, attention, faut bien ouvrir ses oreilles, à défaut de contrôler sa vie, on contrôle au moins son corps. Alors c'est fou parce que moi cette phrase elle me perturbe un peu. J'ai l'impression d'être un peu coupable d'entrer dans ce jeu puisque je suis coach sportif, je guide dans un mode de vie santé healthy. Mais par contre quand j'en ai parlé à David Ordono donc qui réalise ce podcast qui est juste à côté de moi, lui il trouvait que justement cette phrase était plutôt bien, que c'était valorisant et que ça allait plutôt dans le bon sens, que finalement voilà on commence par s'occuper de son corps. Alors vous du coup qu'est-ce qu'elle veut dire en fait cette phrase ? En fait, que les limites du monde sont les limites de notre corps. Et quand le monde nous échappe, quand on est mal dans sa peau, mal dans sa vie, et c'est particulièrement le cas des adolescents qui sont dans les conduites à risque, on s'agrippe à son corps. Et on essaie de contrôler au moins quelque chose de son corps, à défaut de contrôler quelque chose de sa vie. Mais ce n'est absolument pas une critique. Là, on est vraiment en pleine anthropologie, c'est-à-dire que j'essaie de mettre du sens sur des comportements qui sont des comportements qui sont dans l'air du temps, qui n'existaient pas, par exemple, il y a 40, 50 ans. Le sport extrême apparaît vraiment dans les années 80, 90. Le souci de soi, ça apparaît vraiment aussi dans ces années-là. Et en lien avec l'individualisation croissante de nos sociétés occidentales. Les années 80, 90, c'est le moment où on devient vraiment des individus. C'est-à-dire des hommes ou des femmes libres de nos mouvements, de nos valeurs, de nos significations, etc. C'est une époque, donc, où les anciennes cultures de classe, si chères à Bourdieu, dont ma sociologie est absolument à l'opposé, ces anciennes cultures de classe volent en éclats. La culture ouvrière, la culture qu'on appelait à l'époque critiquement petite bourgeoise, la culture bourgeoise, tout ça disparaît. Dans les années 90. C'est les années 80, donc 90. C'est pas dans les années 70.
Ça commence tout doucement dans Mmh. ces années-là, mais évidemment c'est un long processus. Oui. Les cultures régionales disparaissent complètement, c'est-à-dire l'Alsace, la Bretagne, etc., qui ont eu pendant longtemps une très très forte spécificité. Aujourd'hui, ça n'a plus énormément de sens, même pour sauf pour quelques nostalgiques. Donc tous nos anciens repères, à ce moment-là, s'effacent. On devient vraiment des hommes ou des femmes seuls, d'une certaine manière, face au monde, avec une culture qui est beaucoup plus fragmentée. Et chacun de nous, donc, on va bricoler en quelque sorte une identité. Et à ce moment-là, le corps va devenir un instrument majeur de la construction de soi à travers toute une série de pratiques qui vous intéressent au premier chef, le tatouage, le piercing, le culturisme, le souci de soi de manière générale. C'est l'époque aussi des cosmétiques où les cosmétiques s'envolent, le sport extrême, c'est-à-dire avec l'obsession de dépasser ses limites, trouver ses limites, ce qui est très intéressant d'un point de vue anthropologique. Les limites sont des limites de sens. Quand quelqu'un vous dit je veux dépasser mes limites, c'est qu'il sait pas très bien où il en est finalement de son existence, même si c'est quelqu'un qui est pas forcément mal dans sa peau. Vous voyez, donc c'est tout ça que j'ai essayé de comprendre. Alors, donc vous étudiez le corps, l'anthropologie du corps au fil des âges et finalement, vous êtes pratiquement à la retraite. Vous êtes récemment retraité, donc voilà, vous avez une longue carrière d'anthropologiste du corps. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le corps dit de nous? Qu'est-ce que notre corps dit de nous? Finalement, c'est la première image qu'on donne de soi. Est-ce que c'est si important ou pas? Qu'est-ce que notre corps dit de nous? C'est une question immense parce qu'on pourrait la traiter pourrait la traiter sous de multiples angles. Mais je dirais que globalement, en tous les cas, notre corps, j'emploie exprès un terme un peu dualiste, mais c'était aussi dans votre question. Donc, si vous parlez de corps, il faut aussi parler de l'âme ou de l'esprit. Ce qui est évidemment extrêmement ambigu parce que moi qui vous vois, je vois pas un corps, je vois pas un esprit, je vois une personne devant moi. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose de très abstrait dans l'idée de parler du corps comme s'il se promenait comme ça, tout seul dans l'espace. Pour ça d'ailleurs que dans Anthropologie du corps et modernité, je me suis attaché à comprendre l'invention entre guillemets du corps dans nos sociétés occidentales. C'est le moment où finalement les individus peuvent commencer à dire mon corps. Son corps, le corps de l'un, le corps de l'autre, etc. Alors bon, laissons de côté cet aspect-là. On en reparle juste après de l'individualisme. Voilà, comme vous voulez. Mais quand on dit, enfin, le corps aujourd'hui est vraiment notre représentant entre guillemets. C'était dans une société du spectacle comme la nôtre, dans une société du regard, du look, de l'image. Il est évident qu'il faut avoir l'air en forme, quel que soit son âge, d'ailleurs avoir l'air en pleine forme, dynamique, pousser la séduction le plus tard possible dans l'existence, parce qu'on est jugé là-dessus, particulièrement les femmes. Bien entendu, une femme existe, la valeur d'une femme dans nos sociétés, très genrées, c'est effectivement sa valeur de séduction, alors que l'homme finalement, on va être davantage jugé sur sa réussite sociale, sur son pouvoir, etc. Encore maintenant, en 2023. Oui, regardez la critique dont a fait l'objet Emmanuel Macron, par exemple, de vivre avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Ce qui a provoqué l'humour, oui, mais en même temps l'humour minable de Bolsonaro au Brésil, par exemple, qui trouvait que c'était vraiment un type qui vraiment allait pas chercher loin. Et voilà, parce que pour lui, une vieille femme, c'est une vieille entre guillemets, ça n'a aucun sens de dire ça de Brigitte Macron, mais en tous les cas, il y avait quelque chose de péjoratif dans cet écart d'âge. L'inverse choquerait, qu'une jeune femme épouse un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Ça ne trouble personne parce que ça fait partie de nos sociétés, vous voyez. Donc là, vous avez une sorte d'analyseur de cette injustice, de ce décalage, de la représentation du corps des hommes et du corps des femmes. Donc en gros, encore maintenant, notre corps, c'est qui l'on est. En tout cas, aujourd'hui, en 2023. Notre représentation. Oui, voilà, pour le meilleur ou pour le pire, évidemment, et c'est ça le problème du vieillissement, mais du grand âge plutôt, le fait de ne plus du tout se reconnaître dans le visage qu'on offre à son miroir, de ne plus se reconnaître dans le jugement des autres, puisque l'idée du vieillissement vient toujours du regard des autres et rarement de la personne. Vous savez, il y a cette très très belle phrase de Marcel Proust dans le temps retrouvé, quand il explique que des vieillards, ce sont des adolescents.
qui ont longtemps duré. Et effectivement, quand on vieillit, et plus on vieillit, plus on se demande qu'est-ce qu'on fait dans ce corps qui n'est pas vraiment le sien. Et c'est vécu tragiquement par bon nombre d'hommes ou de femmes. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, a écrit là-dessus des phrases magnifiques, non seulement dans son livre sur la vieillesse, mais aussi dans ses romans. Ces femmes qui se voient dans le miroir et qui disent, mais qui c'est celle-là? C'est pas possible que ce soit moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelle maladie a saisi mon visage, mon corps? Voilà, vous voyez, donc on est dans son corps pour le meilleur ou pour le pire, sans compter évidemment les problèmes de santé, de douleurs chroniques et autres. Et dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup de la différence du corps entre les sociétés holistes et les sociétés individualistes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça? Qu'est-ce que c'est qu'une société holiste? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui finalement sur Terre ou plus? Et comment est-ce que cette variation-là s'est faite et à quel moment? Oui, là aussi, il y a beaucoup de choses dans votre question parce que finalement, les sociétés communautaires, les sociétés du nous autres, où justement le corps n'existait pas parce que la personne était fondue à l'intérieur du cosmos, à l'intérieur d'immenses réseaux de parenté, dans une proximité aussi avec les animaux, comme dans le totémisme par exemple, avec les arbres, etc. Il y a dans les populations amérindiennes, vous avez le sentiment que les rochers sont vivants, les arbres sont vivants. Quand on tue des animaux, on s'excuse auprès d'eux, etc. Vous voyez, il y a ce sentiment d'alliance finalement avec le monde. Ça caractérisait, disons, parlons au passé, plutôt les sociétés communautaires, les sociétés holistes. Dans les sociétés d'individus, au contraire, on est coupé des autres, on est coupé du monde, on regarde la nature, on regarde la Loire ou le Rhin, et on se dit, bon, c'est un fleuve. Il y a quelques millénaires, on aurait pensé que la Loire coulait en soi, que on était partie prenante d'une certaine... Même sur le sol européen Oui, peut-être, vous avez raison, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que ce sont davantage des sociétés amérindiennes, des sociétés traditionnelles, africaines, asiatiques, c'est moins le cas, effectivement, dans l'histoire de nos sociétés. L'individualité dans la société, elle s'est produite à quel moment? Est-ce qu'il y a un peu une rupture? Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, pour moi, la rupture s'est faite dans le franchissement du Moyen-Âge à la Renaissance. Le monde du Moyen-Âge, c'est encore un monde très holiste d'une certaine manière. Quand on lit Rabelais, par exemple, on est confronté à un univers très animiste d'une certaine manière. Il y a encore des arbres qui parlent, il y a et puis il n'y a pas un sentiment de séparation. L'individualisme, c'est vraiment la séparation entre nous, séparation avec le monde, avec oui, voilà, et même avec soi, puisque du coup, vous dites mon corps, et vous êtes obligé d'ajouter quelque chose pour dire finalement quelle personne vous êtes. Et donc l'univers médiéval, pour moi, est encore un univers très très cosmique d'une certaine manière. La Renaissance, avec à mon avis le moment clé, c'est plutôt le moment clé de l'anatomie. Ouais, c'est ça. L'histoire de l'anatomie, parce que les anatomistes vont commencer à disséquer des corps et plus des personnes, justement. Enfin, ils vont être dans un premier temps dans cette grande ambiguïté qu'on repère très bien dans l'iconographie, par exemple, du grand livre de Vézal, le premier grand anatomiste de l'histoire, où quand on regarde les planches du premier grand livre d'anatomie, on a l'impression d'avoir affaire à des suppliciés. C'est-à-dire, on a des morceaux de corps qui pendent, on a des hommes, sont des hommes au regard halluciné, etc. On se dit, ce sont des images d'horreur, de torture, et qui traduisent, à mon avis, l'angoisse d'un homme qui sait qu'il franchit un interdit majeur, qui est celui finalement de la personne. Pour les anatomistes, vous voyez, ils ne s'intéressent plus du tout à la personne, ils s'intéressent uniquement au corps. Et je pense que c'est Marguerite Yourcenar qui a décrit le mieux cela dans ce grand livre qui s'appelle L'œuvre au noir, et notamment le chapitre. Oh non, c'est un merveilleux roman. Vous trouvez? Difficile à lire, non, il faut quand même l'admettre. Mais je vais m'y remettre. Oui, d'accord. Moi, j'ai adoré ce roman que j'ai lu plusieurs fois. Puis en plus, d'un point de vue historique, ça aide à réfléchir aussi sur soi d'une certaine manière. Et là, dans le chapitre auquel je fais référence, vous avez 3 hommes qui parcourent l'Europe. Ce sont des humanistes de la Renaissance dont ils ont absolument tout les intéresse, les pierres, les arbres, les humains, les monuments, etc. Et là, ils arrivent dans une auberge et le plus jeune va mourir. Parmi ces 3 hommes, il y a le père et le fils et l'ami des 2 autres. Le jeune homme va mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est les 2 survivants qui viennent de perdre quelqu'un qui leur est très cher, ont l'aubaine absolument prodigieuse d'un corps. Et Marguerite Yourcenar a cette phrase programmatique, elle dit « Ils se penchèrent sur ce corps qui n'était plus ni le fils ni l'ami, mais un bel exemple de la machine humaine. »
On peut pas le dire mieux. C'est-à-dire que finalement, les anatomistes de la Renaissance inventent l'universel du corps. C'est-à-dire nous avons tous le même corps, tous les gens qui sont dans ce restaurant. On a, enfin, globalement, structurellement, en tous les cas, on a le même corps. Par contre, évidemment, nous sommes fondamentalement des hommes, des femmes, éventuellement des personnes queer ou trans, complètement différentes les uns des autres. Vous voyez. Et c'est ça qu'abolit justement l'histoire de la médecine. En inventant le corps anatomo-physiologique, désormais, on devient interchangeable. Quand on entre à l'hôpital, encore forcément aujourd'hui, on n'est plus traité en tant justement que le fils ou l'ami ou avec une condition sociale, etc. On est l'intestin qui va pas, machine. Le cœur qui va pas, et puis voilà, et on est traité en effet comme une espèce de machine organique. Et ça, c'est l'héritage de l'individualisme aussi. C'est parce que la deuxième étape de l'individualisme, pour moi, c'est la philosophie mécaniste. C'est-à-dire celle, par exemple, de Descartes, qui va distinguer le corps et l'âme, et qui va considérer que le corps est une machine. Et les animaux, machines, d'ailleurs pour Descartes, les animaux sont vraiment des machines sur pattes, des espèces de robots, on dirait aujourd'hui. Mais en même temps, il considère également que notre corps humain relève d'une machinerie, d'une machinerie, et est relié à l'esprit par la glande pinéale. Il a beaucoup de mal quand même à faire la jonction entre l'esprit le corps et l'esprit. Voilà, le cerveau, bon, il essaie de se débrouiller comme il peut, parce que immense philosophe, il ne s'agit pas du tout pour moi de critiquer, mais de pointer que c'est là l'amorce de l'invention du corps tel que nous le vivons aujourd'hui. Quand on dit mon corps, finalement, on est les héritiers un peu de tout ça. D'accord. Et j'aimerais qu'on parle du miroir. Alors c'est marrant parce qu'on est ici, donc au ciel de Paris, il y a des miroirs partout. Et en fait, j'ai appris il y a seulement quelques semaines, moi, que en fait, avant, il n'y avait pas vraiment de miroirs partout. C'est seulement au milieu du 19e siècle, donc vers 1850, que le miroir s'est développé avec cette alliance d'étain et d'argent, qui a commencé à devenir abordable en fait, et les gens ont commencé à mettre des miroirs chez eux. Mais avant, il n'y avait pas de miroir. Les gens ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Il existait quand même des miroirs, mais qui étaient effectivement très coûteux, avec d'autres matériaux et qui n'étaient pas forcément d'une très grande fidélité. Là, vous faites référence plutôt à une certaine banalisation, entre guillemets, du miroir. Ça m'évoque d'ailleurs une très belle anecdote très amusante que je vous raconte d'un marchand qui va très loin de son pays pour faire des affaires et qui trouve un objet très curieux dans un marché très loin de chez lui. Il regarde cet objet, il voit son père. Il est absolument bouleversé. Il achète cet objet. Il dissimule cet objet parce qu'il a peur que sa femme le découvre et se demande ce que c'est que ça. Et régulièrement, de retour chez lui, après avoir fait des milliers de kilomètres, il va dans son coffre et il regarde le visage de son père. Son épouse soupçonne qu'il y a anguille sous roche, il doit avoir une maîtresse quelque part. Elle regarde elle ouvre le coffre clandestinement, elle le regarde et dit « Mon Dieu, c'est bien une femme !» Elle appelle sa mère, qui lui dit « Regarde, je te l'avais dit, il rencontre une femme et je ne sais pas comment. » La mère regarde le miroir et dit « Mais non, ma fille, c'est une vieille femme. » Voilà comment le miroir est entré de façon très énigmatique, parce que les gens n'avaient jamais vu leur visage, évidemment. Oui, parce que le visage, c'est finalement le lieu de notre corps que nous ne voyons jamais en tant que personne. Oui, tout à fait. On le voit que dans notre propre reflet. Et du coup, aujourd'hui, on est presque confronté à chaque instant à un miroir, avec la visio, notamment, je pense aux visioconférences où tu es filmé. Donc en fait, tu te vois en train de parler à tes collègues en permanence. Là, j'ai un miroir en face de moi. Donc en fait, je vous parle, mais en même temps, je me vois. Et même maintenant, les émissions de radio sont filmées et donc on peut les voir. Donc qu'est-ce que ça dit, ça, et qu'est-ce que ça engendre finalement aujourd'hui dans la société où on est confronté en permanence à son propre reflet? Est-ce que c'est aliénant ou au contraire, est-ce que c'est bien? Alors bien ou mal, qui on est pour dire qu'est-ce qui est bien ou mal, mais qu'est-ce que ça influence en tout cas dans nos comportements? C'est surtout d'ailleurs notre visage, évidemment, que l'on voit, que l'on scrute aussi à travers les selfies, à travers toutes ces images qui nous accompagnent aujourd'hui. Moi, de mon point de vue, ça profane, entre guillemets, le visage. Profaner au sens où c'est un mot religieux, vous savez bien, c'est le profane
qui s'oppose au sacré. Et en même temps, je joue avec les mots. C'est-à-dire, là où autrefois, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, on avait rarement l'occasion de voir son visage ou le visage des autres, hormis à travers des photos qui exigeaient un développement, etc. Aujourd'hui, finalement, notre visage devient une espèce de fausse monnaie qui se diffuse à outrance partout, mais qui, à partir de cet instant-là, perd une part de sa valeur et prend plutôt une dimension d'indice social. Finalement, on va scruter, beaucoup notamment d'adolescentes, vont scruter en permanence leur visage parce que c'est finalement ce qui va leur permettre d'exister, d'être aimé, d'avoir des likes, par exemple, sur leurs réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt la profusion des visages aujourd'hui avec laquelle on vit. Mais vous avez raison, la profusion aussi de notre personne, puisqu'on se voit en permanence dans les vitrines, dans les restaurants. Vous avez raison, dans plein d'autres endroits. Puis de toute façon, à nos domiciles, puisqu'aujourd'hui c'est impensable de ne pas avoir plusieurs miroirs chez soi. Miroirs chez soi. Oui, voilà, parce que dans la salle de bain, l'enfant en pied, une salle de bain, dans les toilettes. Oui, il y a un marché absolument prodigieux là-dessus, mais qui montre cette nécessité de se scruter et de contrôler son corps. Parce que là, on est beaucoup jugé là-dessus quand même. Quelqu'un qui présente, qui a de l'embonpoint, qui a oublié de se peigner ou je sais pas quoi. Bon, on va dire, c'est quelqu'un qui se néglige. Et ça, c'est la pire des choses dans nos sociétés occidentales, où il faut absolument montrer qu'on contrôle, surtout les femmes, surtout le corps des femmes. C'est ce qui fait d'ailleurs que les femmes plus en embonpoint, en surpoids, j'ai horreur de ces mots-là d'ailleurs, pour moi qui sont des jugements de valeur, mais en tous les cas, des femmes considérées comme étant en surpoids risquent d'être perçues comme des femmes négligente par ailleurs, vous voyez. Donc il y a un jugement de valeur. Ce jugement de valeur n'existait absolument pas il y a 50 ou 60 ans, où il y avait une valorisation même de la grossitude, entre guillemets, de l'embonpoint, parce que c'était un signe de réussite sociale. Bon, bien sûr, on évoque toujours les portraits bourgeois, par exemple, de la grande réussite sociale. Vous avez des grands entrepreneurs avec un ventre énorme, et puis il n'y a pas de sourire dans ce genre de photos, parce que ça montre la gravité, le sérieux, la ténacité de ces hommes qui ont réussi. Aujourd'hui, non, c'est plus jouable. Justement, la minceur, l'obsession de la minceur est un indice du contrôle que nous devons exercer sur nos corps. Là, on touche à deux points importants. Le côté, le modèle, finalement, l'image, c'est un peu la notion de modèle. Les modèles qui ont évolué au fil des temps. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose d'impossible, c'est-à-dire que en effet, il faut être mince, en forme pour avoir une représentation correcte si on en a envie, mais en même temps, on a cette obésité qui augmente en permanence dans les pays industrialisés. Aucun pays n'arrive à y faire face. Aucun pays. Non. Et on est bientôt à 50% en Europe de personnes en surpoids et aux États-Unis 65%, parfois 75% dans certains États. Et donc, en fait, on a ce mouvement du body positive qui est très intéressant finalement, où on a le droit d'être un individu à part entière sans avoir en permanence l'obligation d'être mince. Donc là, il y a une évolution du modèle qui est en train d'arriver. Est-ce que vous pensez que le modèle va complètement changer justement? Est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir une représentation du corps telle qu'on a envie, ou est-ce qu'on l'a subi? Voilà, enfin, pas mal de questions dans cette grande question. Oui, non, je pense que tout coexiste d'une certaine manière. Et vous voyez bien, quand vous dites qu'il y a énormément de surpoids dans nos sociétés occidentales, ça traduit bien le fait que beaucoup de gens sont un peu indifférents à ces jugements esthétiques, etc. Par contre, ils sont omniprésents, effectivement, dans l'univers du marketing, de la publicité, etc. Où là, justement, il y a une injonction à rester éternellement jeune. Enfin, surtout toujours les femmes qui sont visées quand même au premier chef. Donc, contrôler son corps, contrôler sa minceur, etc. Mais en même temps, vous avez une sorte de critique par les faits qui fait que des milliards de femmes, sans doute, à travers le monde, se moquent complètement de ce genre de choses. Donc le mouvement body positif, il est intéressant à cet égard. Effectivement, il contribue de manière, assez publique, à mettre en question ce modèle du marketing. Il permet à beaucoup de femmes de se reconnaître dans leur visage, dans leur corps, sans se
poser trop de tracas, avec peut-être un sein en moins à cause d'un cancer, ou peut-être des cicatrices, ou des vergétures, des vergétures, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Donc ça, c'est bien parce que ça permet une réconciliation avec soi, de se dire il y a finalement des millions d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et puis là, j'ai lu le témoignage d'une femme ou d'un homme qui me dit il est parfaitement heureux. Pourquoi pas moi finalement? Mais alors finalement, comment est-ce qu'on navigue dans cet univers où il y a les injonctions à être en forme mince, mais en même temps l'injonction finalement à s'accepter comme on est? Est-ce que en même temps, il y a aussi le côté un peu santé, parfois qu'on nous impose ou parfois qu'on a envie d'avoir. Comment est-ce qu'on le vit bien finalement? Comment est-ce qu'on navigue bien là-dedans? C'est une question d'individu, là. Il y a pas de réponse, évidemment. Mais nous sommes dans des sociétés ambivalentes ou des sociétés infiniment complexes où les modèles se conjuguent, sont en rivalité les uns les autres. Mais chacun se fraye son propre chemin. L'essentiel, évidemment, c'est d'être heureux tel que l'on est. Il y a énormément de femmes qui sont parfaitement heureuses de leur embonpoint, qui expliquent, de toute façon, les hommes préfèrent les grosses. Bon, on connaît toutes ces formules. Des femmes plus âgées qui deviennent des sexygénaires et bien au-delà, qui continuent à avoir une vie sexuelle. Sexygénaire, je note ce mot, j'adore. Qui continuent à avoir une vie sexuelle épanouie, heureuse. Donc il y a beaucoup de gens, et de femmes notamment, qui se moquent totalement de ces injonctions parce qu'elles veulent être elles-mêmes, elles veulent se reconnaître dans la personne qu'elles montrent aux autres, voilà. Donc tout ça coexiste. Il faut jamais penser le monde en termes de ou bien, voilà. Il y a ça et ça. Donc à la fois il y a les injonctions de santé, de minceur, etc. Et à côté il y a la revendication d'être tel que l'on est, avec sa défiguration, ses vergetures, son âge ou n'importe quoi. Je suis moi et voilà. Les autres, je me moque. Voilà. C'est très important d'un point de vue anthropologique parce que pour moi il faut de tout pour faire un monde. Et il faut le rappeler inlassablement dans des sociétés justement qui deviennent souvent très intolérantes. Mais il faut se rappeler que tout est là devant nous. Ça fait du bien d'entendre ça. J'aimerais aussi qu'on parle de fêtes. En fait, dans votre livre, vous parlez beaucoup de fêtes, notamment au début. Au début du livre, il y a beaucoup de notions de fêtes, le charivari, le carnaval, la folie, la dérision, qu'il y a plusieurs sortes de fêtes qui ont existé, notamment entre la transition médiévale et Renaissance, notamment au XVe siècle. Et j'ai l'impression que c'est encore le cas, finalement, qu'il y a plusieurs sortes de fêtes qui existent, les fêtes un peu protocolaires, les mariages un peu toujours pareils, et puis de plus en plus de fêtes un peu underground, notamment qui ont repris, j'ai l'impression, un regain d'intérêt avec le Covid, où finalement c'était un peu interdit de faire la fête, du coup on l'a quand même fait. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça, cette notion de faire la fête dans notre société? Je pense que c'est une notion anthropologique également. C'est, en d'autres termes, ça relève de la condition humaine. Il n'y a pas de société où on est toujours dans un univers de sérieux, de gravité, etc. Par contre, le statut des fêtes, effectivement, va changer au fil des siècles, au fil des générations, au fil également des classes sociales. C'est vrai que le carnaval du Moyen-Âge n'a vraiment aucun rapport, même avec le carnaval de Rio ou d'autres grandes villes, où il y a plus du tout toutes ces licences. L'univers du carnaval au moment du Moyen-Âge, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire les mendiants deviennent les rois, les prêtres célèbrent des messes avec des ânes et font des blasphèmes, etc. Et puis en même temps, c'est l'univers que décrit Rabelais, un univers de beuverie, de sexualité sans limite, etc., etc. Mais par contre, c'est un temps limité ça s'arrête à un moment donné. Lâcher prise totale. Mais c'est une sorte de lâcher prise, effectivement. Il y a un abîme. Toutes les contraintes sociales volent en éclats. Et puis après, on revient à l'ordre. Voilà. Ça permet justement peut-être aussi d'assumer davantage des conditions plus difficiles, sans doute, dans la vie de beaucoup d'hommes ou de femmes de l'époque. Aujourd'hui, il y a une multitude de fêtes. Comme vous l'avez très très bien dit, il y a les fêtes un peu plus classiques, protocolaires, quand on est dans une cérémonie de mariage, d'anniversaire, bar mitzvah ou je sais pas quoi, on est là c'est très cadré quand même. Il y a plein de choses qu'on ne fera jamais. On dit, évidemment, les repas de mariage sont connus pour beaucoup d'obscénités, etc. Mais ça reste quand même dans des cadres. Personne ne saute sur personne, ou sinon dans les couloirs, enfin de façon un peu cachée. Mais c'est vrai qu'en même temps, on voit qu'il y a des formes de fêtes qui sont dans l'excès entre guillemets, qui sont vraiment la transgression. Et vous avez raison de rappeler qu'au moment du Covid, là où les fêtes étaient interdites pour de bonnes
bonnes raisons d'une certaine manière. Il y a quand même des raisons de transmission de la maladie, enfin de la pandémie. Mais en même temps, c'est vrai que la transgression ajoutait encore à la jubilation. Dans la transgression, quand vous transgressez quelque chose, vous vivez une puissance personnelle. Là où les autres ont l'air de s'écraser ou d'accepter les choses, vous êtes dans la puissance. Vous créez de la puissance. Et là, c'était une puissance d'autant plus grande finalement que c'était à nouveau le retour à la sexualité, au contact physique avec l'autre, à la danse, à la musique à plein régime. Voilà, c'était une espèce d'échappée belle, de liberté que rien ne limitait d'une certaine manière. Et d'autant plus intense finalement que la police risquait à tout moment d'intervenir ou autre. Et puis il y a les rêves parties, il y a tous ces univers qui sont quand même éminemment transgressifs parce qu'elles introduisent du bruit et un bruit fracassant quand même dans des univers généralement extrêmement silencieux. Mais est-ce que ça traduit quand même pas une sorte de bonne santé de la société, ce genre de fête, de longévité peut-être d'une société Est-ce que la fête finalement c'est important Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant que vous parliez de ça. Oui. Je m'attendais pas du tout à avoir cette notion, en fait, de fête et même de fête folle. Oui. Pour réguler peut-être une société. Non, de toute façon, si vous voulez, dans la fête, il y a du jeu. Et c'est le rappel que nous sommes des hommes et des femmes du jeu. Vivre, c'est être, c'est ce que un philosophe hollandais appelle homo ludens. Nous sommes des homo ludens. Ludens, en latin, c'est le jeu. Plutôt que des homo sapiens ou autres. Nous sommes des hommes et des femmes du jeu. Ça appartient à la condition humaine. Ce n'est pas le monopole des enfants qui sont en permanence en train de jouer. Nous sommes également énormément des joueurs dans nos relations sociales, dans nos activités de loisirs, parfois dans son travail. Non, c'est pas le cas sans doute d'un ouvrier qui répète inlassablement les mêmes gestes, mais dans beaucoup de métiers, en tous les cas, il y a une part ludique qui est quand même très très importante. Donc il y a cette dimension-là. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas? Là on est un peu dans des jugements de valeur. C'est-à-dire, dans votre question, il y a un jugement de valeur du côté du positif. Je pense qu'on peut aussi faire des jugements de valeur du côté du négatif, parce que je crois que beaucoup de fêtes aujourd'hui sont une quête d'oubli. À travers l'alcoolisation, à travers la musique, la drogue, beaucoup de consommation de drogue, bien entendu, à travers cette musique qui écrase complètement tous les sons environnants, etc. Et il est quand même assez typique, par exemple, quand même dans nos universités, quand il y a des soirs festifs, eh bien les pompiers doivent prévoir des lits pour le coma éthylique, parce que beaucoup de nos étudiants, et c'est encore pire d'ailleurs dans les grandes écoles, ce sont des jeunes qui viennent pour s'oublier, pour avoir la licence finalement de boire, de boire pour ne plus être là, boire pour le coma. Ce qui est quand même absolument fascinant. Ce sont des formes de disparition de soi qui prennent le prétexte de la fête. Alors d'autres vont être d'avant. Oui, c'est d'ailleurs un changement de régime de l'alcoolisation. Parce qu'il y a encore quelques décennies, on buvait plutôt pour être un peu non, mais même pour être un peu euphorique, pour libérer justement les petits interdits qu'on pourrait avoir, les inhibitions, toutes les inhibitions. Là, pour beaucoup, pas pour tout le monde. C'est pour se déchirer. Oui. Ou s'absenter. C'est ce que j'ai appelé, l'un de mes livres s'appelle Disparaître de soi. C'est l'une des formes que j'analyse parce qu'elle est extrêmement présente, non seulement chez les jeunes générations, à travers ce qu'on appelle le binge drinking, l'alcoolisation extrême, mais on la trouve chez énormément de populations. C'est-à-dire boire pour ne plus être là. Ou alors s'abandonner à la fête pour ne plus assumer les responsabilités qui sont parfois écrasantes, qui sont des responsabilités professionnelles, sociales, familiales, etc., vous voyez. Donc dans la fête, il y a toutes ces ambivalences. C'est fou parce que là vous parlez donc de cette génération à laquelle moi je suis beaucoup moins en contact, puisque voilà, maintenant j'ai 40 ans, mes enfants ont plutôt 9 ans, 10 ans et mon mari plutôt 50 et mes amis aussi. Donc du coup moi je suis en fait j'en parlais avec mon mari hier, nous buvons beaucoup moins d'alcool, moi j'ai pratiquement arrêté. Beaucoup de mes amis boivent beaucoup moins d'alcool, beaucoup de mes amis me demandent des conseils, qu'est-ce que tu bois pour pas boire d'alcool? Et du coup, avec mon mari, on se disait, tiens, c'est fou, les gens boivent moins d'alcool. D'ailleurs, il y a eu un article récemment dans Le Monde sur la diminution de la consommation du vin rouge. L'État doit mettre l'argent à la caisse pour pouvoir acheter les stocks de vin rouge. Donc, les gens quand même boivent moins, en tout cas dans mon environnement. Et donc là, je me rends compte finalement, il y a un autre pan de cette désalcoolisation presque parfois extrême, où moi, enfin, je me suis fait beaucoup influencer finalement par des comptes ou des gens que je suis qui arrêtent de boire. Donc il y a aussi encore une fois, cet déséquilibre entre l'arrêt complet de l'alcool par choix, pour prendre justement mieux
mieux vieillir, vivre plus en forme, être moins dans l'arrêt de ses émotions finalement cette jeune génération qui est quand même très alcoolisée, mais il y a quand même aussi beaucoup de jeunes qui ne boivent pas du tout et qui font énormément de sport et qui sont à la salle de gym 4 fois par semaine, comme mes neveux par exemple, qui font la muscu à 16 ans, 18 ans, et qui prennent déjà des protéines pour être à fond. Ouais. Donc encore une fois, finalement, il y a toujours cette notion d'équilibre, de déséquilibre. C'est toujours, vous voyez, cette infinie complexité du monde qui fait que les contraires coexistent en permanence. Donc effectivement, les jeunes générations sont parfois plus enclines à l'alcoolisation ou au recours aux drogues, parce que pour eux, de toute façon, le vieillissement ou les questions de santé, ça paraît totalement abstrait. C'est les autres qui vieillissent, mais moi je ne vieillirai jamais, c'est trop loin, etc. Alors que quand on prend de l'âge, on s'aperçoit qu'effectivement, l'alcool n'a pas forcément des effets très positifs sur notre allant, notre dynamisme, etc. Et puis en plus, il y a des pathologies qui commencent à apparaître. Aller chercher ces doses, ça paraît plus compliqué quand on a 40, 50 ans, 60 ans, parce qu'en plus, il y a le rapport au travail, il y a le rapport aux enfants ou aux petits-enfants également, qui fait qu'on veut quand même être un peu un modèle, un exemple. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui arrêtent de boire ou de se droguer au moment de leurs premiers enfants. Vous le savez, j'ai souvent recueilli des témoignages comme ça dans mon travail, notamment autour des ados ou des jeunes adultes. C'est le sentiment des responsabilités qui fait qu'à un moment donné, vous calmez le jeu. Et puis, vous essayez de vivre autrement en trouvant d'autres, plutôt que de s'oublier dans l'alcool, on va plutôt disparaître dans les forêts en marchant avec sa compagne ou son compagnon, avec ses enfants. Ce sont d'autres manières aussi d'être dans le jeu, dans la fête, dans le bonheur, d'être ensemble, etc. Mais ça ne passe plus par des prothèses, en quelque sorte, que sont les drogues ou l'alcool. La question aujourd'hui, c'est même plutôt comment est-ce qu'on projette son corps dans l'idée du vieillissement, de la longévité. Oui. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, cette longévité, cette durée de la forme dans le temps. Alors, quel est votre avis à vous? Parce que c'est un peu ambigu, encore une fois, l'injonction d'aimer son corps comme vieilli. On voit des pubs avec des personnes âgées, notamment des pubs de luxe avec des personnes très âgées, très ridées, qui mettent des superbes lunettes ultra chères. Mais en même temps, l'injonction aussi à bien manger, bien vieillir, mettre des crèmes anti-rides, faire du botox, de la médecine esthétique. Ouais. Donc à vous, selon vous, en fait, à quoi est-ce que va ressembler le corps de demain ? Est-ce que on se dirige vers un modèle que vous ressentez, ou au contraire, est-ce que on ne sait pas et il y aura encore une multiplicité des cas? Dans le rapport au vieillissement, c'est quand même très très difficile parce que là aussi les contraires se côtoient. Il y a énormément d'hommes ou de femmes qui vieillissent de façon relativement sereine. Bon, en tous les cas, qui utilisent énormément de techniques pour essayer de reculer les avancées trop limitatives de leur âge. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'hommes ou de femmes qui cèdent au deuil, finalement, de perdre progressivement différentes parties de soi. Le vieillissement, c'est quand même l'apparition d'un certain nombre de maladies, souvent. C'est une fatigue grandissante, c'est des douleurs qui apparaissent et qui ne veulent plus partir, etc. C'est ne plus se reconnaître, c'est partir à la retraite, qui est quand même un premier deuil, d'une certaine manière. On perd un métier dans lequel on a pu s'épanouir toute sa vie. Pas tout le monde, évidemment, mais en tous les cas, beaucoup de gens. On perd la façon d'exercer, en tout cas. On perd un agenda, on perd des amis, parce que il y a un moment où ça ne sert plus à rien. On perd énormément de liens sociaux. On se retrouve plus ou moins isolé avec sa compagne ou son compagnon, pour le meilleur ou pour le pire. Le pire, c'est le film de Pierre Granier de Fer, Le Chat, avec Simone Signoret et Jean Gabin. Mais ce sont des choses qui existent aussi. Évidemment, il y a des couples qui ne s'entendent plus, qui sont dans une extrême souffrance finalement d'être ensemble. En revanche, il y a aussi des couples qui se retrouvent, qui sont dans la jubilation d'être enfin un peu ensemble, délivrés justement de toutes ces contraintes de travail, etc. Et qui vont partir faire les chemins de Compostelle. Les chemins de Compostelle, la moyenne d'âge, c'est peut-être 60, 65 ans, et énormément de couples qui partent ensemble et qui pour le meilleur ou pour le pire, là aussi, c'est une épreuve de vérité, parce que vivre ensemble 24 heures sur 24 pendant 2 mois, ça,
en mode camping un peu. Ça peut être parfois un peu compliqué, mais bon, moi, ceci dit, il y a beaucoup d'amour qui se font, qui se défont. Voilà, donc en ce moment, je travaille pas mal sur le vieillissement et je vois qu'il y a énormément, et je lis énormément de textes, notamment des textes littéraires. Vous avez quand même donc ou même si on prend des écrivains, il y a beaucoup d'écrivains par exemple qui ont vieilli très très douloureusement. Je suis en train de relire David Lodge par exemple, grand auteur britannique bourré d'humour, La vie en sourdine par exemple, qui évoque le vieillissement d'un homme qui perd l'audition, qui devient sourd. Je lisais Jacqueline de Romilly, merveilleuse auteure, marcheuse, mais qui perd la vue et qui a des douleurs très très dures de dos, etc. Vous voyez ça, en même temps, ce sont des gens, je pense à Jacqueline de Romilly, qui a marché, elle vivait à Aix en Provence et elle marchait vers le fameux... La Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, pardon. Vers la Sainte-Victoire, en disant, elle en parle de façon très très émouvante, très belle. Elle explique qu'elle a toute sa vie marché vers la Sainte-Victoire. Elle a marché seule, elle a marché avec son mari, puis quand son mari est décédé, elle a marché seule. Et elle se dit, à chaque fois que je marche, c'est peut-être la dernière fois. Voilà, quand elle écrit ça, elle a peut-être 80-85 ans. Mais quand on la lit, on sent cet émerveillement d'exister, de regarder la Sainte-Victoire, de regarder la nature autour d'elle, etc. Mais on pourrait prendre d'autres auteurs qui vous disent leur tragédie, notamment du côté des hommes, de perdre leur virilité, par exemple, d'être désormais, c'est plus tardif chez les hommes que chez les femmes, évidemment. Mais en même temps, il y a ce choc en retour, finalement, de ne plus... C'est le grand texte de Romain Gary. Hein, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, etc. Donc voilà, c'est très subjectif, je pense, le rapport au vieillissement dans ce que je vois autour de moi, mais aussi dans ce qu'on voit dans la littérature et même dans les travaux des psychologues. Subjectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a envie de le vivre ou comment est-ce que la vie nous incombe à le vivre ? C'est ça la question. C'est un peu les deux, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a chez la même personne, il y a des moments d'alternance, il y a des moments où ces personnes là, parlons du grand âge plutôt, c'est le grand âge qui pose le plus de problèmes, évidemment. Vous avez des hommes ou des femmes très âgés qui sont heureux de se réveiller le matin et de se dire encore un jour de plus. Et d'autres qui se disent, encore un jour, c'est terrible. Ça dépend aussi de ce qu'ils vivent physiquement. Ça dépend de leur rencontre du jour. Ça dépend peut-être simplement s'il y a un soleil merveilleux ce jour-là, ou si c'est un jour de pluie, ou si c'est la neige ou autre. L'humeur va jouer quand même un très très grand rôle. Il y aura quand même une tonalité. Il y a des gens qui vieillissent. Regardez Edgar Morin, on voit bien, il est centenaire. C'est la jubilation des vifs, de penser le monde, etc. Quand on a 100 ans, on peut avoir encore un goût de vivre formidable. Et puis finalement, j'ai tellement travaillé avec des adolescents de 17-18 ans qui vous disaient la vie c'est de la merde, je veux pas vivre comme ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vous disais, je citais Proust parce que pour moi c'est une phrase fulgurante de Proust parce que je crois que comme vous, je suis sûr comme tout le monde, on n'a jamais eu le sentiment de vieillir. On a toujours le sentiment qu'on va entendre la voix de notre mère qui va nous rappeler à l'ordre parce qu'on est en train de faire des bêtises dans un coin, vous voyez. Donc on ne se sent pas vieillir personnellement. C'est le regard des autres soudain qui nous renvoie brutalement à un âge qu'on ne croit pas. Et j'ai écrit un livre sur le visage, je cite énormément d'écrivains, donc des hommes, des femmes qui ont quand même un énorme recul intellectuel, qui disent mais c'est une tragédie à chaque fois que je me vois dans mon miroir, je me dis mais qui c'est ce type-là, qui c'est cette femme-là, ce n'est pas moi, je ne me ressemble pas. Je crois qu'on est nombreux à se dire ça. Vous le dites, vous ? Oui, ça m'est arrivé Oui, j'avais beaucoup théorisé ça quand j'étais plus jeune. Je savais que c'était une menace, mais à un moment donné, c'est vrai, j'ai eu du mal à me reconnaître dans mon miroir. Je me suis dit, ce n'est plus tout à fait moi. Désormais, je suis un peu extérieur à moi d'une certaine manière. Dans votre livre, et pour terminer, vous parlez de la dépossession du corps, notamment avec la cyborgisation du corps. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Une forme de transcendance. Vous parlez notamment aussi de la GPA, de la gestation pour autrui, et voilà, du fait qu'on dépossède en fait le corps de ses capacités et que peut-être plus tard, alors je sais pas si c'est un futur proche ou lointain, je trouve que c'est un peu critique, alors peut-être pas, mais en tout cas moi je l'ai ressenti de façon assez critique à la fin de ce livre sur la dématérialisation du corps. Donc voilà, est-ce que c'est vers ça
qu'on va, ou au contraire, moi j'ai quand même plutôt l'impression qu'il y a une sorte de retour un peu aux sources, avec notamment le problème de l'environnement et d'écologie. Les gens ont envie d'être un peu plus dans la nature, d'être plus en possession de leur corps, de cultiver leurs fruits et légumes plus ou moins chez soi, au moins un petit peu. Donc voilà, peut-être votre projection sur les sociétés futures. Je sais, c'est toujours très difficile, mais votre vision à vous, c'est quoi ? Justement, c'est de penser l'ambivalence, parce que vous avez tout à fait raison. On va vers un monde qui se dématérialise de plus en plus, qui se décorporise, on pourrait dire, où l'autre, l'autre, le plus proche devient infiniment éloigné, et le plus éloigné devient infiniment proche, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien toujours sur quel pied danser. Et puis le monde devient de plus en plus abstrait à de multiples égards, ne serait-ce que parce que on doit faire, par exemple, d'innombrables démarches administratives par Internet, etc. On rencontre de moins en moins de gens, même quand on va dans les gares, par exemple, pour acheter nos billets de train ou autre. Donc il y a quand même cet aspect de dématérialisation du monde, une aliénation, c'est un jugement de valeur que je suis en train de faire, mais un éloignement, en tous les cas, du monde sensible. En revanche, les formes de résistance, vous les avez évoquées, sont innombrables. Et finalement, j'ai écrit plusieurs livres sur la marche, j'ai même écrit un livre sur le vélo, la marche est une formidable résistance justement à cet effacement du corps dans nos sociétés contemporaines occidentales. Les marcheurs sont des hommes ou des femmes qui sortent de leur voiture déjà et qui vont arpenter les forêts, arpenter les déserts, arpenter les bords de mer et qui sont dans un rapport élémentaire avec le monde. Élémentaire dans le sens où ils n'ont que leur corps. On marche avec uniquement ses ressources personnelles. On va marcher à 2 ou 3 km/h parce qu'on est un homme ou une femme âgée, qu'on a on a mal aux genoux. On va marcher à 5, 6, 7 km/h parce qu'on est un jeune et qu'on est en pleine forme et qu'on veut à la fois jouir de la beauté du monde, mais on veut aussi faire un bon exercice physique. Vous êtes maître d'œuvre du rythme qui est le vôtre. Vous êtes à nouveau dans la sensorialité heureuse du monde, c'est-à-dire vous contemplez le monde. Vous n'êtes plus attentif comme quand on marche à Paris où on doit faire en permanence attention à pas heurter quelqu'un ou même des trottinettes sur les trottoirs ou autre. Donc il y a ce problème-là de la vue qui devient plutôt utilitaire. Mais quand vous marchez, vous ne risquez pas de vous cogner contre un cerf ou un daim, quoi. Ou un arbre. Ça faudrait être un peu bête quand même. Donc vous suivez le sentier, mais vous regardez. Oh mon Dieu, j'ai cru apercevoir un renard. Regarde là-bas, c'est pas un cerf. Regarde la beauté de cette lumière sur la colline, etc. Vous êtes à nouveau dans une tactilité avec le monde. Vous avez envie de ramasser une pierre parce qu'elle a une forme bizarre. Vous avez envie de toucher les feuilles. Vous avez envie de plonger votre main dans l'eau fraîche, par exemple cet été où il faisait si chaud, ou de plonger dans une rivière que vous croisez sur le sentier, ou un lac, ou la mer si vous êtes sur le sentier des douaniers. Donc vous retrouvez la vue, vous retrouvez la tactilité, les odeurs. Il y a plein d'odeurs en permanence dans les forêts ou ailleurs. Selon les saisons également, ça change tout le temps. Donc marcher, ou en tout cas faire du sport en pleine nature, c'est résister. Voilà, mais aussi d'ailleurs faire du jogging, courir. Ça peut être de la nage en eau libre, du rameur, de l'aviron. Enfin, voilà, vous avez absolument raison. Ces activités justement de pleine nature, comme on dit, qui sont tellement importantes d'ailleurs pour les jeunes générations, pour leur rappeler qu'ils sont vivants, qu'ils ne sont pas derrière un écran en permanence. Non, ils sont vivants. Il faut qu'ils sentent la fraîcheur de l'eau, qu'ils sentent les muscles, enfin leurs muscles quand ils font de l'aviron ou quand ils sont en train de nager ou en train de marcher ou d'escalader ou de grimper ou autre. Pour moi, c'est capital. Puis vous avez des formes plus douces. Vous l'avez évoqué aussi, le jardinage. Vous avez aujourd'hui des centaines de millions de gens dans le monde occidental qui, pour la première fois, plantent des arbres, plantent des tomates, etc. C'est une manière aussi de ralentir, d'ailleurs. Et puis, c'est une manière de regarder l'herbe pousser. Vous voyez, c'est-à-dire prendre le temps de vivre. Et puis, vous allez goûter la tomate que vous avez fait pousser avec une jubilation incroyable, qui est bien supérieure à celle que vous allez acheter dans votre magasin bio. Donc il y a plein de techniques, plein de formes de résistance comme ça dans nos sociétés qui font qu'on essaie de retrouver l'épaisseur sensible d'un monde qui tend quand même à nous échapper de plus en plus. Je parle souvent à cet égard, j'en parle d'ailleurs dans Anthropologie du corps et modernité, de l'humanité sensible, de l'humanité assise, que nous sommes devenus. L'humanité assise. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de nos contemporains se lèvent le matin pour s'installer
s'installer derrière le volant de leur voiture pour aller à leur boulot. Ou bien télétravailler directement à la maison. Voilà, mais ça revient au même, parce Oui. que de toute façon, quand ils arrivent à leur boulot, ils sont devant des écrans. Et le soir, ils rentrent, ils sont fatigués, épuisés, et ils s'installent devant la télévision. Donc, on a l'impression, dans beaucoup de cas, en effet, que le corps devient un problème. Et on ne sait plus quoi faire de son corps. Et la fatigue nerveuse, celle de l'immobilité, prend le pas sur la bonne fatigue physique. Enfin, vous le savez bien, quand on s'est dépensé pendant 1 heure ou 2 et qu'on prend une bonne douche et on se sent tellement bien dans sa peau. On va bien dormir. On va bien manger, parce qu'on va manger avec appétit. Vous voyez? Alors que quand on a été coincé dans les embouteillages toute la journée après être resté immobile, on comprend que les gens vous disent, je me sens épuisé. Il y en a beaucoup qui vous disent, d'ailleurs, je n'ai rien fait aujourd'hui, mais je suis absolument épuisé. Ouais, je suis crevé. Voilà. Mais c'est évidemment, parce que nous avons le même corps que les hommes et les femmes de l'âge de pierre. Nous sommes capables de courir, de résister au froid, à la chaleur, de faire des tas d'activités physiques. Mais non, les prothèses aujourd'hui ont pris le pas sur la vie sensible. Donc la résistance finalement, ou en tout cas une façon peut-être de lutter entre guillemets contre certaines parties de la société, de l'évolution de la société qui nous plaisent pas forcément, c'est de revenir finalement à la sensorialité, au corps, à la nature et à la simplicité en fait. Oui, tout à fait, parce que de toute façon, qu'est-ce qui nous assure que nous sommes vivants ? C'est quand même bien notre rapport physique, sensoriel, affectif avec le monde. Donc plus on enrichit cet univers-là, et plus on se sent vivant, plus on se sent aussi d'ailleurs heureux de vivre. Si on reste dans l'immobilité toute la journée, si on reste dans cette passivité, dans cette sédentarité toute la journée, on en paye le prix. D'ailleurs, en termes de santé publique ou en termes de mal de vivre, en termes de douleur également, etc. Donc, il faut savoir se dépenser. Vous voyez, il n'y a pas que tout à l'heure, on a évoqué la fête. Je pense qu'il y a d'autres manières aussi qui sont sans doute plus heureuses, plus épanouissantes et plus durables. Si vous faites une longue marche de 5-6 heures ou si vous remontez une rivière ou si vous descendez une rivière sur un bateau, une pirogue ou votre canoë et autres. Non, en même temps, vous emmagasinez d'innombrables souvenirs. Vous racontez des histoires à vous-même. C'est ça qui nous reste finalement aujourd'hui dans une société où l'identité est devenue très problématique. Et là, on retrouve le travail d'un philosophe comme Paul Ricoeur. Notre vie, c'est ce qu'on raconte de nous-mêmes. Notre vie, c'est ce qu'on raconte de nous-mêmes. Donc si ça, finalement, c'est un peu l'avènement des réseaux sociaux, ce que vous êtes en train de me raconter. Oui et non, parce que là, tout le monde regarde et écoute de manière... Ce qu'on raconte vraiment alors de nous-mêmes. Oui, je dirais. Oui, ou dans la conversation. D'accord. C'est-à-dire là où on s'écoute, on se regarde, on est comme tout de suite ensemble, on est dans une relation de visage à visage. Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt le narcissisme de masse. Le marketing, le marketing de soi, disons. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et toi, bon, finalement, on lit de façon très distraite le point de vue le témoignage des autres, mais on croit que les autres lisent avec passion ce que vous avez écrit, parce que on est dans c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la vie, effectivement. Non, voilà, c'est plutôt notre identité aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on raconte de soi. Donc, si vous avez fait une merveilleuse randonnée dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou dans les Cévennes, ben voilà, vous allez en même temps que vous allez raconter votre randonnée ou votre descente de canoë, vous allez revivre ces moments-là et on va voir vos yeux briller, des moments d'émotion vont revenir et vous allez transmettre à vos interlocuteurs qui sont devant vous, physiquement devant vous, vous allez leur transmettre ces émotions-là. Donc ça demande aussi de voir des gens. Exactement. Et de parler. C'est l'un de mes tracas aujourd'hui, si je puis dire, c'est un peu un jugement de valeur, mais c'est la disparition de la conversation dans nos sociétés occidentales, la conversation qui devient quelque peu anachronique, parce qu'on a de plus en plus de mal à parler avec quelqu'un qui n'est pas obsédé par son portable et qui le sort toutes les 30 secondes pour regarder s'il a un mail ou un message, ou qui s'arrête parce que le téléphone a sonné et qui vous laisse les bras ballants en attendant qu'il ait fini de parler. Bon, c'est ce que je trouve d'une incivilité absolue pour ma part. Ça me donne l'occasion de m'en aller carrément. Et puis après, si on est aussi interchangeable, à quoi bon rester d'une certaine manière, vous voyez. Donc la conversation, pour moi, ça implique la réciprocité, le va-et-vient de la parole, l'attention à l'autre, le tact aussi, l'écoute, etc. Il y a de moins en moins ça dans le monde d'aujourd'hui, sauf si on demande, justement, dans les salles de spectacle, il faut demander carrément aux gens, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable.
La SNCF dit ça n'a pas empêché ce matin, à mon train de 6 heures du matin, que 3 ou 4 fois on a entendu des sonneries et 1 ou 2 fois des gens carrément prendre la parole tout haut dans le compartiment et se faire rappeler à l'ordre que non, on parle pas, on va sur les plateformes pour parler, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que je pense que la conversation, c'est le rapport corps à corps d'une certaine manière avec l'autre, tend un petit peu, est quelque peu menacé dans nos sociétés. Merci beaucoup en tout cas David Le Breton pour cette conversation passionnante. Vous avez un train à prendre. Vous pouvez donc retrouver tous les livres de David Le Breton partout où on vend des bons livres. Je vous recommande particulièrement ce livre Anthropologie du corps et modernité qui est finalement assez facile à lire et qui est vraiment un puits de connaissances et de réflexion en fait, de sujets de réflexion. Donc merci beaucoup pour ça. Merci David Ordonneau pour la réalisation de ce podcast. Et merci Lucille, merci David, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Alors je sais pas vous, mais moi finalement une des phrases que j'ai préférées c'est « Il faut de tout pour faire un monde, il faut le rappeler inlassablement ». Dans les sociétés justement qui deviennent souvent très intolérantes, il y a plein de formes d'être heureux, de formes de vivre son corps, de formes de corps, etc. J'espère que vous avez été intéressés par cette magnifique conversation avec David Le Breton. Encore une fois, je vous invite à lire son livre « Anthropologie des corps et modernité ». Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!